bonsoir. Des villes, des quartiers, des maisons envahies par les eaux et des populations en désarroi. Des images insoutenables d'inondations qui font partie du décor dans plusieurs pays africains cette année. De Dakar à Douala, en passant par Niamey, Abidjan, Kinshasa et N'Djamena, les eaux pluviales ont causé des dégâts importants et fait des morts. Les experts mettent en cause les effets combinés du changement climatique et d'une urbanisation galopante et mal planifiée des villes africaines. Même si le phénomène s'est accentué ces dernières années, il pourrait s'aggraver si la tendance actuelle se poursuit. L'Afrique, le continent le moins pollueur, semble souffrir le plus des effets du changement climatique. Comment limiter les effets des inondations en Afrique? Quelles villes africaines de demain pour faire face aux inondations? Réponse au cours des 30 prochaines minutes. Des quartiers de la capitale tchadienne N'Djamena sous les eaux depuis les dernières averses. Des sinistrés ont trouvé refuge dans les écoles, mais d'ici la fin du mois, c'est la rentrée des classes et ces sinistrés seront appelés à partir. Les autorités disent travailler sur une solution. On fait le point avec notre correspondant à N'Djamena, Nesta Yamkoto. À moto, en voiture, pieds dans l'eau, ces usagers se déplacent comme ils peuvent. Après les inondations qui ont touché la capitale tchadienne. Ce pays, c'est un pays pétrolier. Pourquoi les gens dorment? Est-ce qu'on ne voit pas ceux qui souffrent là? Comme mon enfant est malade, c'est pourquoi je viens à la clinique depuis 3 jours. Mais regardez comment cette misère, si les gens qui habitent encore aux alentours, comment ils doivent sortir pour aller au marché sans procurer du repas, du moment où le peuple tchadien sort tous les jours pour pouvoir trouver à manger. Ces inondations ont obligé des personnes à quitter leur domicile dans l'eau. C'est le cas d'Élisée. Ce père de 13 enfants et de 17 petits-fils a trouvé refuge au lycée de Walia avec le membre de sa famille. J'ai perdu 2 chambres avec douche, mais il restait 2 chambres en haut. Les 2 chambres là, j'ai tout fait pour pouvoir sauver les 2 chambres là. Mais dedans là, quand tu vois, on dirait que vraiment c'est pas la chambre où quelqu'un va dormir. C'est ça qui m'a vraiment obligé de déplacer les enfants parce qu'ils dorment sur l'humidité là. Je risque d'avoir encore un autre problème sur mes enfants. C'est ça qui m'a fait déplacer de chez moi pour pouvoir rester ici au lycée. Là. Le lycée, aujourd'hui transformé en abri de secours, Élisée et sa famille devront le quitter bientôt. Et c'est le souhait des autorités administratives de cette école. Car d'ici le mois d'octobre, les élèves vont prendre place dans ces salles de classe. Ils sont là depuis plus de 3 semaines. Ils ont occupé toutes nos salles de classe. Notre inquiétude est réelle parce qu'ils ont déjà commencé à casser nos tables bancs utilisées comme des fagots. Sincèrement, c'est un grand dégât et nous aurons vraiment des difficultés à la rentrée pour faire asseoir les enfants. Et notre souhait en est que si la mairie ou bien le gouvernement pouvait trouver un site le plus tôt possible, ça pourrait sauver ce qui est sauvable. Selon les autorités, les sites sont en aménagement pour le sinistré. Un bilan de l'Organisation internationale pour les migrations fait état de 10 morts, 31 853 déplacés, 5 250 abris détruits et plus de 14 quartiers engloutis suite à ces inondations. Voilà, merci beaucoup Nesta pour ce reportage et pour le débat. Nous avons 3 invités. À Dakar, nous avons Dr Cheikh Mbow, directeur de Future Africa, un organisme basé à Pretoria. Et à Washington, Fadji Maïna, spécialiste de l'hydrologie à la NASA. Vous êtes en ce moment dans le Kansas. Et à Paris, Maggie Casal, présidente de l'ONG Urbanistes sans frontières. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Cheikh Mbow. Vous êtes à Dakar, une ville frappée en ce moment par des inondations. Ces inondations qui semblent récurrentes, hein, et chaque année on nous parle de niveaux jamais atteints. Chaque pays est différent, c'est vrai, mais quelles sont les similitudes dans ces phénomènes aujourd'hui? Alors, merci et je salue les collègues qui sont sur le plateau. Oui, les similitudes sont très nombreuses, M. Dia.
Le premier niveau de similitude, je vais le dire comme tout le monde le dit en ce moment dans les médias, les changements climatiques et les événements extrêmes. Je laisserai mon collègue Fadi développer là-dessus. Mais ce que cela amène, c'est beaucoup de pertes et de dommages. Et on se rend compte avec les rapports du GIEC qui ont été récemment publiés que ces événements extrêmes vont malheureusement s'accentuer en fréquence et en amplitude. Et on a vu au-delà des inondations, effectivement, en Afrique, que ces phénomènes se manifestent de plus en plus dans les Caraïbes, en Afrique de l'Est, Madagascar, Mozambique notamment. Donc c'est un phénomène irréversible. On doit être pessimiste ou bien? On doit être pessimiste sur l'atténuation de ces phénomènes climatiques. On peut être optimiste sur les solutions qu'on peut mettre en œuvre parce qu'il y a pas mal de pistes de solutions, notamment liées aux négociations climatiques et qui pourraient être des solutions viables par rapport à ce problème. Mais le plus important pour moi, c'est qu'en fait, ces aspects climatiques ne sont pas ne sont pas contrôlables en fait si on ne fait pas des solutions viables sur le changement climatique. Le plus important pour moi alors devient la gestion de l'espace, des espaces inondables, notamment les espaces urbains, l'habitat irrégulier, les questions de fréquence et de variation du climat avec des saisonnalités qui s'accélèrent de plus en plus. Le troisième et dernier point qui me semble être extrêmement important, c'est le rejet de l'arbre, le rejet des espaces verts dans nos villes. On connaît effectivement une urbanisation qui fait de l'arbre un ennemi de l'occupation de l'espace. Tous les espaces verts dans nos villes capitales, vous voyagez à travers l'Afrique, vous allez vous rendre compte que ces villes sont complètement dénudées. Et ça crée des glissements de terrain. On en a eu le cas à Sierra Leone, à Freetown. Yaoundé a eu des problèmes pareils. En ce moment, au niveau de Niamey, il y a des problèmes de ce genre. Donc, les espaces d'infiltration sont occupés par l'habitat et les lits des fleuves sont rapidement débordés. D'accord, tout est en train de... Le béton est en train de prendre le dessus. Alors, Fadi Maïna, l'eau dont le Sahel a tant besoin est aujourd'hui devenue aussi source de problèmes, source de destruction, n'est-ce pas? La région est-elle mal préparée, était-elle mal préparée à ces fortes précipitations? Ces fortes précipitations que nous observons au Niger et partout ailleurs en Afrique, elles sont exceptionnelles. Nous n'avons pas observé quelque chose de semblable dans le passé. C'est logique parce que ça dérive du changement climatique. Ce changement climatique se traduit en termes de climats qui sont extrêmes et pas mal de précipitations qui seront très fortes dans les futures années. On ne les a pas observées. Donc ça dérive de deux choses. Parce qu'on a une augmentation de température, de temps du changement climatique, parce qu'on avait émis pas mal de gaz à effet de serre dans le passé. Nous sommes arrivés à un point où il n'y a pas de changement. On va juste atténuer ce qui va se passer dans le passé, dans le futur. Mais quand on observe une augmentation de température, ça entraîne la sécheresse. On observe la sécheresse au Niger, comme vous l'avez dit, et ça entraîne des problèmes d'eau. Au même moment, parce qu'on observe une augmentation de la température, les océans vont se réchauffer et ils vont s'évaporer. On aura plus de nuages et ces nuages vont venir créer plus de précipitations, ce que nous observons au Niger. Donc, si on regarde le changement climatique, on a à la fois la sécheresse qui sera plus intense, plus extrême, mais aussi des inondations. Ces inondations, ils ne sont pas préparés à ces inondations. Comme l'a bien dit mon collègue Jeff, c'est que nous n'avons pas d'infrastructures pour bien se préparer à ces inondations. À cela s'ajoute aussi la géologie du milieu. Parce que même si on a des précipitations et des pluies qui sont intenses, ça dépend de là où ça tombe. Il y a des zones qui sont des zones du sol qui sont imperméables, qui sont comme du béton par exemple. C'est comme le cas de la rive de Miami. Il y a d'autres zones qui sont plutôt sableuses, qui se laissent infiltrer. Donc ça dépend aussi de l'endroit. Certains endroits sont plus susceptibles d'avoir des inondations que d'autres. Et donc, le climat, il y a la géologie, mais aussi il y a les infrastructures. Alors, Maggie, les infrastructures n'ont pas suivi le rythme de développement que les villes en Afrique ont connu ces dernières années, ces dernières décennies. Quelle expérience tirez-vous de votre travail avec certaines ONG en Afrique sur cette question?
Alors, en Afrique, il y a un développement déjà démographique très, très important. Il y a, par conséquent, des demandes de logement en masse qui manquent. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu des constructions massives et très rapides, et en grande partie dans un système, ce qu'on appelle informel. Et donc, bien entendu, dans ce système-là, les infrastructures n'ont pas eu lieu. À tel point que, vous le savez, plus de la moitié des villas africaines n'ont pas de l'eau potable déjà. Donc déjà, quand on réfléchit que les services de base, comme l'eau, l'électricité, l'ensemble de ces réseaux ne sont pas sur place, et bien entendu, l'assainissement n'est pas là non plus. Alors maintenant, on est face à des villes qui sont construites sans planification. Donc, on est face à des villes très, très fragiles, donc des villes qui ne sont pas résilientes. Lorsqu'il y a, bien entendu, des inondations, notamment dans les saisons de pluie, alors en ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle des inondations par ruissellement, puisque, en réalité, on n'a pas des espaces d'infiltration directe de ces eaux pluviales, puisqu'on a bétonné, et puis même le sol est devenu imperméabilisé. Et à partir de ce moment-là, en plus, on n'a pas étudié la topographie lorsqu'on a construit. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans certains quartiers des zones complètes qui sont complètement inondées. Alors donc, bien sûr, on est face à ce problème où l'infrastructure a, bien entendu, n'a pas suivi les constructions. Et cher, quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que c'est seulement un problème de moyens d'infrastructure? Je sais qu'au Sénégal, on parle par exemple de 750 milliards investis ces dernières années. Où est le problème en fait? Moi, je pense que le problème, il est très, très gros. On peut investir autant d'argent qu'on veut sur les inondations. Si on n'a pas une vision d'anticipation et une stratégie de préparation par rapport à ces phénomènes climatiques, on va répéter chaque année les mêmes moyens qui sont mis en œuvre. Et depuis 2003, le Sahel a connu des inondations énormes. On a investi plusieurs milliards de dollars sur l'humanité, sur l'intervention au secours. Les 750 millions au Sénégal, si vous regardez la part qui est allouée à la restructuration des villes, à la redéfinition de la fonction urbaine et à l'investissement sur l'écologie urbaine, très peu de choses sont faites. Donc, il n'y a pas une anticipation. On colmate des brèches et ça ne peut pas entraîner une solution durable par rapport à ces questions. Donc, l'infrastructure doit être repensée dans un contexte écologique urbaine où les espaces verts doivent être préservés, les zones d'infiltration doivent être préservées. Tenez, par exemple, une zone qui est appelée zone de captage, c'est-à-dire une zone d'infiltration juste derrière CTO à Dakar. Cette zone a été donnée à des promoteurs immobiliers qui ont autorisé des constructions. Et ça, c'est la responsabilité de l'État qui est engagé. Mais de notre côté, mon collègue Fadji avait mentionné l'habitat irrégulier. Avec les sécheresses, il y a beaucoup de problèmes d'autorisation d'acceptation implicite de l'occupation de ces zones non habitables qui entraînent un peu ces inondations. Moi, le problème que je veux évoquer ici, c'est un problème beaucoup plus ontologique. Comment des pays comme le pays sahélien, qui souffrent un peu de la sécheresse au quotidien et qui ont besoin d'eau pour se développer, et que quand l'eau est là, ça devient un problème. Ça, c'est une grande question que je me pose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette eau, qui est une ressource énorme, puisse être réutilisée, qu'on puisse investir sur cette eau pour la réutiliser pour le développement de l'agriculture? D'accord, une question intéressante. Fadi, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Je voulais aussi vous demander si les scientifiques, à votre avis, sont suffisamment impliqués dans la recherche de solutions. Je dirais que d'abord, on a besoin de plusieurs options pour pouvoir penser à une solution. Comme l'a bien dit Fadi, on a besoin de penser de façon plus durable et construire des environnements qui sont plus résilients. Et ceci implique pas mal de choses. On a besoin des scientifiques. On a besoin de gens qui vont penser des acteurs qui font le On a besoin aussi de la population. Parce que si on pense au Niger, la population, dans le Sahel, la population augmente de façon exponentielle. C'est pour cela qu'on a eu pas mal de personnes qui sont parties construire ailleurs. Et aujourd'hui, comme l'a dit Chef, on peut penser à des solutions qui sont plus durables. C'est pour on a besoin de cette Niger ou partout en Afrique.
on a besoin, on a la sécheresse en arrive, on en a besoin aussi pour faire de l'agriculture, parce que l'agriculture est problématique dans le pays. On sait très bien qu'on fait face à la famine. C'est aujourd'hui que si on pense à des ouvrages qui sont plus durables et des ouvrages qui peuvent bien supporter ces précipitations qui sont... Alors vous êtes spécialiste de l'hydrologie. Il ne pleut que 2 à 3 mois dans le Sahel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de cultiver toute l'année pour utiliser un peu cette eau-là? Je parle en profane, mais... On peut utiliser des manières telles que l'irrigation, par exemple, si on arrive à faire des barrages pour récupérer cette eau de façon plus efficace et l'utiliser pour des barrages et pouvoir faire de l'agriculture sur plusieurs mètres carrés. Et cette agriculture va nous permettre de supporter la saison sèche, par exemple. Mais ça va faire pas mal de travail qui va impliquer aussi bien les agriculteurs que les scientifiques et les... D'accord. Alors, Maggie, les changements climatiques, on le sait, sont réellement un grand facteur dans les inondations. Est-ce que vous pensez que la société civile avec qui vous travaillez et même les gouvernements africains font assez pour pousser les gros pollueurs à s'impliquer dans la solution? Parce qu'après tout, l'Afrique ne pollue pas beaucoup, mais semble être touchée de plein fouet par ce phénomène. Tout à fait, parce que comme on sait tous, et le GIEC également, tous les experts sont bien sûr tous d'accord, le fait que le changement climatique s'est accentué fortement depuis ce qu'on appelle la révolution industrielle en Europe. Bien entendu, l'Afrique est victime de ce phénomène. Donc le phénomène du changement climatique est mondial. Un gouvernement seul ne peut rien faire, ne peut pas agir. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la conférence des parties, donc les États signataires de la Convention internationale pour lutter contre le changement climatique, donc le COP. Donc, on a eu COP 21 à Paris, ce qu'on appelle l'accord de Paris, mais en réalité, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui disent qu'on n'aboutit pas à mettre en œuvre l'ensemble des engagements que nous avons pris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État, un gouvernement africain seul ne peut rien faire. Tous les États doivent être ensemble, d'autant plus que nous savons très bien, il y a des États qui n'ont pas malheureusement signé cette convention internationale. Donc nous sommes face à ce phénomène, bien sûr, global et mondial, qui nécessite énormément d'engagement de tous. La société civile est indispensable dans cette démarche, parce que c'est la société civile qui va mobiliser les politiques au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous pensons en tant qu'ONG que non seulement la société civile, à la fois les associations, les universitaires et aussi, donc bien sûr, les entreprises sur place doivent se mobiliser auprès de leurs élus locaux. C'est pourquoi les collectivités locales sont indispensables pour agir sur des projets réels, comme par exemple en urbanisme, pour trouver des solutions territorialisées et localisées. Parce qu'on ne peut pas attendre des gouvernements d'agir à cette échelle, comme j'ai signalé tout à l'heure. D'accord. Alors, cher, avant peut-être d'aller aux réactions Facebook, rapidement, en 1 minute, sur cette question de l'engagement. Je sais aussi que vous avez beaucoup travaillé sur la question. L'engagement, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Comme l'a dit mon collègue Maggie, au niveau des changements climatiques, les négociations sur les changements climatiques, il faudrait que les pays africains soient beaucoup plus, disons, agressifs, entre guillemets, sur les négociations climatiques pour faire en sorte que les émissions qui créent le réchauffement dont Fatih a parlé, que ces émissions-là puissent être réduites. Mais dans les négociations, il y a toujours des nouveaux programmes qui sont créés. Depuis les accords de Marrakech, on est passé par la route de Bali, on arrive sur les accords de Paris. Et jusque-là, les efforts que devraient être faits pour réduire les émissions et le réchauffement climatique ne sont pas faits. Les conséquences, on les voit, nous, en Afrique. Ce sont les pays les plus vulnérables. Et dans ces pays les plus vulnérables, ce sont les couches sociales les plus vulnérables qui sont affectées, par exemple, par les changements climatiques. D'accord. Alors, je vais quand même lire quelques réactions de téléspectateurs, des réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Hassan Boulalé à Djibouti qui écrit « Les problèmes, ce sont la corruption, l'exode rural, le manque d'aménagement du territoire qui viennent s'ajouter au changement climatique. La solution, c'est la transparence. » Mohamed Maïga à Bamako
Il dit qu'il faut revoir les plans d'urbanisme. Ces inondations sont des avertissements pour les autres régions qui doivent apprendre de ces inondations. Et puis Mamadou Lamarane Ba à New York, selon lui, les urbanistes sont importants et nécessaires pour bâtir des cités sans risque. Impliquez-les davantage dans la construction des villes pour le bonheur des populations. Voilà donc quelques-unes des réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. À l'horizon 2050, l'Afrique devrait connaître le taux de croissance urbaine le plus rapide au monde. Mais déjà, le développement des villes pose un problème de gestion foncière avec des constructions qui sont faites dans des zones non habitables et qui sont une des causes de ces inondations. À Abidjan, ma camarade a demandé l'avis des populations sur ces constructions anarchiques. L'une des principales causes des inondations, selon moi, il y a d'abord les constructions de manière anarchique, voilà, sur les différents réseaux d'évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales. Les constructions anarchiques sont réellement un problème. Je peux dire même que c'est le problème le plus sérieux même qu'on a sur le thème de l'inondation en Côte d'Ivoire. Pour mettre fin, déjà, je pense que la politique interne même de notre pays doit essayer de revoir sa manière de fonctionner, sa stratégie. Les constructions anarchiques, pas vraiment, parce que ça dépend de la zone où les constructions se trouvent. Si les constructions sont faites de façon anarchique sur une zone qui est, on va dire, viabilisée, il n'y aura pas d'inondation. Mais si les constructions sont faites sur des parties réservées aux canalisations, c'est là que ça pose problème. Et donc on doit se référer au ministère de la Construction, qu'il y ait plus de responsabilité de ceux qui vont sur le terrain. C'est vrai qu'on est africain, on est pauvre, on a besoin de sous, mais on doit penser aussi à ce que ça crée lorsque nous on finit de récupérer notre peu de sous sur la personne, le propriétaire qui va construire. On doit être capable de dire non, parce que si tu construis à cet endroit, il y aura ceci. Si c'est construit sur des canalisations, on casse, quel que soit le propriétaire. Mais nous, on a tendance à ne pas casser lorsqu'il s'agit de gens qui sont super nantis. Je prends le cas, par exemple, sur le Mali. Le Mali ou bien le Niger, tout récemment, on vient de voir des trucs à la télé. Vraiment, on ne peut pas dire forcément que c'est parce que les voies de caniveau n'ont pas été respectées. Il y a le réchauffement climatique. On voit aussi même en Chine. Il y a eu ça en Chine, même dans les grandes villes, dans les grands pays. Donc, ces deux facteurs, on peut pas faire grande chose, à moins qu'on veuille régler le problème de caniveau. Mais le réchauffement climatique, c'est vraiment un problème mondial. Qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement, le problème s'aggrave parce que la population abidjanaise, je prends le cas d'Abidjan, augmente. Et les gens construisent, c'est toujours le même problème, les constructions anarchiques. Et les travaux de voirie ne suivent pas, les travaux d'assainissement ne suivent pas l'évolution de la population. Donc c'est ce qui crée ces problèmes. Donc on ne peut que s'augmenter. Effectivement, les constructions anarchiques sont un problème. Aussi, les dirigeants doivent prendre à bras le corps le problème des inondations. Parce que tout le temps, chaque année, on a les mêmes problèmes. Il faut d'abord sensibiliser les populations sur les méfaits, les risques des inondations, les morts qu'on a chaque année, afin que les Africains puissent maintenant comprendre le danger qu'ils courent en étant mal localisés. Voilà, merci beaucoup. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Dakar, Chermbo, directeur de Future Africa, un organisme de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. À Washington, Fadi Maïna, spécialiste de l'hydrologie à la NASA, en ce moment dans le Kansas. Et puis à Paris, Maggie Casal, présidente de l'ONG Urbanistes sans frontières. Cher, si on prend le cas du Sénégal, des études existent sur les zones inondables. Comment éviter que ces zones-là soient habitées? Que faire de l'espace, de la gestion de l'espace?
Il existe beaucoup d'études dans les zones inondables. J'ai personnellement contribué au développement de modèles numériques de terrain, donc la topographie de Dakar de façon générale pour savoir où sont les côtes basses et où sont les altitudes faibles qui sont malheureusement pratiquement occupées. Dakar, 30% de la ville de Dakar se situe en dessous de 5 mètres d'altitude. Et le niveau piézométrique de l'eau, le niveau de l'eau dans le sol ne fait pas 3 mètres de profondeur. Ça veut dire que le sol de Dakar se sature très vite, surtout au niveau des dépressions. Et on connaît l'hydrosystème de Dakar qui a été malheureusement modifié par l'urbanisation, etc. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que les plans d'urbanisme soient mis à jour. Parce qu'entre le temps où on met des plans d'urbanisme et le temps où on les exécute, la réalité qu'on adresse, cette réalité a totalement changé parce que la ville s'accroît de façon très rapide. La ville de Dakar s'accroît et Ouagadougou, c'est la même chose, plus de 4%. Donc les plans d'urbanisme ont du mal à prendre la vitesse de l'urbanisation et les moyens parce que ça demande énormément de moyens. Pas des moyens d'intervention quand l'eau est là, mais des moyens en amont pour préparer, structurer les villes, faire l'assainissement, et faire en sorte que les services chargés de l'urbanisme ne laissent pas les gens occuper des dépressions. Ça, c'est un gros problème dans nos villes. Dites-moi, Magui, quel est selon vous le modèle pour la future ville africaine dans ce contexte de changement climatique? Alors, la future ville africaine doit être déjà la ville durable. C'est-à-dire que l'Afrique a une chance, le fait que l'urbanisation n'est pas complétée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut reprendre les investissements pour refaire l'ensemble des infrastructures nécessaires à la façon très, très modernisée en réponse aux objectifs de développement durable. Donc, je m'explique. Ça veut dire qu'on ne fait pas l'assainissement comme on a fait dans le passé, même dans les pays européens. On le fait plus écologiquement. On peut récupérer les eaux pluviales. On peut les utiliser pour l'arrosage, pour d'autres systèmes. Donc, dans ce système-là, nous, Urbanistes sans frontières, nous avons mis en place un programme qui s'appelle Afrique Ville Durable. Dans le programme Afrique Ville Durable, nous travaillons sur l'ensemble des pays africains et nous avons des réflexions par région africaine parce qu'on analyse à la fois le pays, la géopolitique, plus le développement social et économique et plus donc le climat. Et donc, c'est là où nous avons, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, des propositions, des recommandations spécifiques, parce que nous avons étudié en détail, y compris avec la population et certaines collectivités territoriales, via, bien sûr, des conférences, via des questionnaires et des consultations, et aussi des ateliers que nous avons organisés sur place grâce à nos membres et nos partenaires sur place. D'accord. Cette idée de la ville durable est nécessaire parce que c'est la future des villes africaines. D'accord. Et vous, Fadi, pour terminer, cette question de l'engagement local, est-ce que finalement on ne se retrouve pas dans une situation où les gens sont un peu fatalistes en comptant un peu sur la chance que peut-être l'année prochaine, l'hivernage, on ne va pas se retrouver avec des inondations? Est-ce que les populations sont suffisamment engagées ou impliquées même dans la recherche de solutions? Je pense aussi que c'est parce que cette population n'est pas au courant de toutes les solutions qui puissent exister. Donc c'est à nous, en tant que scientifiques, c'est à nous, en tant que politiciens, c'est à nous, comme acteurs, d'aller vers cette population, de leur expliquer qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste, même si aujourd'hui, cette population se voit toutes les années des inondations. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste, on doit y croire. Et puis, si on essaie de sensibiliser cette population pour leur dire qu'il y a plus de solutions que essayer de faire face à cette inondation chaque année, cette inondation peut revenir l'année prochaine et on peut penser à une façon plus durable au lieu de trouver des solutions année par année. Je pense que cette population sera bien importante. Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. À très bientôt. Au revoir.